Donc une des idées, en dehors du fait qu'il faut développer des meilleurs outils de dépistage, ça c'est en cours. Une des autres idées, c'est il serait préférable d'adapter le dépistage au risque individuel de chaque personne. C'est-à-dire une femme qui a faible risque, qui finalement va jamais développer de cancer du sein, il y en a plein, aurait besoin ou a besoin de moins de dépistage, de faire pas de mammographie ou beaucoup plus rarement, pour qu'on ne l'embête pas, pour qu'elle n'ait pas les inconvénients de faux positifs. Toutes ces mammographies où on va trouver en fait une lésion bénigne, on va faire une biopsie pour rien, pour qu'elle n'ait pas de surdiagnostic, c'est-à-dire qu'on évite d'identifier, comme dans 10 à 15% des cas, un cancer qui n'évoluerait jamais. Donc on va on va moins embêter les femmes qui sont à faible risque, mais par contre, les femmes à haut risque, qui ont en plus un plus haut risque de faire un cancer plus grave, on leur propose plus de dépistage, quelque chose de plus fréquent, une mammographie annuelle, éventuellement une IRM. Oui, parce Mais qu'aujourd'hui, la mammographie est proposée tous les 2 ans. Je rappelle qu'elle est prise en charge intégralement par l'assurance maladie pour toutes les femmes de 50 à 74 ans. Mais Exactement. dites-moi, quelles sont les femmes qui ont le plus de risques d'avoir un cancer du sein? Alors en fait, là, on est dans une étude où on va comparer un dépistage standard au dépistage individualisé sur le risque. Et on ne va pas inclure les femmes qui ont le plus haut risque, qui sont les femmes qui ont un facteur génétique déjà identifié. Donc Ou c'est la génétique, premièrement. Donc en fait, on va retirer ces femmes-là. Donc en population générale, pour évaluer aujourd'hui, estimer le risque individuel de cancer du sein, on va utiliser des scores composites qui reprennent un peu toute l'histoire d'une personne, c'est-à-dire son histoire familiale, son âge bien sûr, mais son histoire personnelle, les grossesses, les expositions à des hormones avant, après la ménopause, etc. Son poids, sa taille, la consommation d'alcool, tout ça sont des facteurs de risque. L'alcool est un facteur aggravant. Le Absolument. tabac est un facteur aggravant. Un peu, mais surtout l'alcool. Surtout en fait. l'alcool. Absolument. Vous parliez de la pilule. La pilule augmente un peu les risques pour des expositions très prolongées, à vrai dire. Très prolongée. C'est-à-dire qu'après la ménopause, terminer la pilule. Oui, et en fait, il y a oui. encore une étude qui vient de sortir qui montre qu'il faut vraiment essayer d'éviter les traitements hormonaux substitutifs Pilule, après la traitements ménopause. hormonaux, Ouais, évidemment. absolument. Après la ménopause, les traitements hormonaux, parce que certaines femmes continuent des traitements hormonaux après la Dans ménopause. certains cas, il peut y avoir un rapport bénéfice-risque positif. Ouais. Et surtout, dans cette étude, on va utiliser de la génétique aussi. C'est ce qu'on appelle du génotypage. C'est un test salivaire Ah bon? qui permet d'identifier 313 polymorphismes, qui sont des variations individuelles de l'ADN, qui augmentent un peu ou diminuent un peu les risques de chaque personne de développer un cancer du sein. Oui. Donc on va utiliser l'ensemble de ces facteurs ensemble dans un score composite qui permet de assez bien aujourd'hui estimer si une femme est à faible risque de cancer avec une bonne certitude ou à risque élevé.